La dernière session de méditation a mis en exergue probablement le point critique qui semble faire obstacle à toute réalisation. Et ce point critique, c'est la question du soi, S-O-I, ou en sanskrit, anatman, ou en pali, anatta. Quand Bouddha en parle, il le fait avec une clarté qui forcément dérange. Il ne cherche ni à séduire, ni à consoler, ni à nous caresser dans le sens du poil. Il ne propose pas une nouvelle métaphysique et encore moins une doctrine de substitution. Le Bouddha n'a jamais enseigné l'existence d'un Atman ou d'une âme ou d'un soi permanent, immuable, un soi qui serait maître des expériences. Et pourtant, rien ne nous est plus familier que cette impression d'être quelqu'un, quelque part. Quelqu'un qui voit, qui pense et qui décide. Et c'est toujours vers cette impression que nous nous réfugions quand ce que nous avons appelé la paresse spirituelle nous reprend. C'est notre position de refuge. L'illusion est notre position de refuge. Et c'est précisément cette habitude que le Bouddha remet en question et sur laquelle le zen a sa propre approche, son approche radicale. Quand quelqu'un dit que sans un moi, il se sent vide, est-ce qu'il a bien regardé ce qui se passe? Parce que ce vide n'est pas un manque, mais la disparition du point d'appui habituel. C'est une sorte de béquille habituelle pour cacher ce que l'on ne veut pas voir, ce que le je ne veut pas voir. Depuis longtemps, nous nous appuyons sur l'idée que quelqu'un doit être là pour que tout tienne en place. Et quand cette construction, quand cette idée vacille, il y a une sorte de panique. Mais si on regarde bien, la respiration continue, le cœur bat, les sons arrivent, et en fin de compte, la vie fonctionne parfaitement sans demander l'avis d'un moi. Ce qui se sent vide, ce n'est pas la vie, c'est seulement l'habitude de se croire quelqu'un. Et quand cette habitude se détend, eh bien le vide devient espace. Et l'espace devient liberté. Mais une liberté où personne n'a besoin d'être libre. Ce n'est pas une négation intellectuelle du moi, ni une position nihiliste. C'est une constatation directe, sans intermédiaire, issue de l'observation quand elle est attentive. Lorsque l'on examine ce que nous appelons moi, on ne trouve jamais qu'un ensemble de phénomènes
conditionnés, c'est-à-dire le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Je fais évidemment référence aux 5 agrégats, aux 5 skandhas. Aucun de ces skandhas n'est stable, aucun n'est autonome, aucun ne peut être possédé. Et pourtant, ce sont ces 5 skandhas qui donnent cette impression d'une conscience et d'un moi. Le Bouddha ne dit pas que le soi n'existe pas, il montre que ce que nous prenons pour un soi ne résiste pas à l'examen. C'est tout ce qu'il dit. Il n'y a que des processus en mouvement, ce qu'on a appelé des flux, des processus dynamiques. Et ensemble, ils donnent l'impression qu'il y a une conscience stable. Et dans le zen, nous retrouvons exactement cette approche. Lorsque le maître demande qui est-ce qui marche ou qui est-ce qui entend, ce n'est pas pour provoquer une réponse conceptuelle, c'est pour épuiser la recherche. Quand Ramana Maharshi pose la question de qui, c'est pour épuiser la recherche. C'est pour se trouver devant un précipice. Tant que l'on cherche un propriétaire de l'expérience, on reste prisonnier de l'illusion d'un soi. Le fait même de chercher le propriétaire confirme le soi ou l'illusion du soi. Mais lorsque la recherche se retourne sur elle-même, il ne reste que le mouvement de marcher. Il ne reste que le son entendu. Il ne reste que la pensée qui surgit et qui disparaît, sans le propriétaire. Et la méprise fréquente qui amène à l'incompréhension est de croire que le non-soi aboutit à rien du tout. Or, il n'est pas question de néant. On n'est pas dans le nihilisme, mais dans l'absence d'un centre fixe. Parce qu'il y a bien des pensées, il y a bien des émotions, des actes, des responsabilités, il y a bien une éthique. Mais il n'y a pas de noyau permanent derrière tout cela. C'est comme une flamme qui semble identique d'instant en instant, alors qu'elle est continuellement renouvelée. Et de façon similaire, ce que nous appelons je, entre guillemets, change constamment. Le je, c'est l'ensemble des 5 skandhas. Le corps change, les opinions changent, les désirs changent, la mémoire elle-même est dynamique et instable, et pourtant, nous continuons à dire « c'est moi ». Et cette appropriation est la racine de la souffrance. Dès qu'il y a moi, dès qu'il y a mien, il y a forcément peur. En même temps, il y a peur de perdre et désir de conserver et lutter pour durer. Ça va ensemble. Et c'est le sens du zen quand il propose radicalement et simplement de lâcher le corps et l'esprit.
non pas pour les détruire, mais pour cesser de les posséder. Dogen dira, étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et cet oubli n'est pas une amnésie, c'est la disparition de l'idée d'un sujet séparé, individuel. Individuel, permanent et indépendant. Ce que Bouddha expose de manière analytique, le zen le fait vivre dans l'assise silencieuse, dans zazen. Lorsque nous sommes assis en zazen, que faisons-nous? Eh bien, nous laissons passer les pensées sans les saisir. Nous laissons les sensations surgir, apparaître, sans les étiqueter, sans les nommer. Et peu à peu, l'évidence surgit, qui est que rien ne peut être retenu. Rien ne peut être appelé moi. Il n'y a que ce qui apparaît, ici et maintenant, sans propriétaire. C'est cette capacité de reconnaître qu'il n'y a pas de propriétaire qui change tout. C'est là le point de bascule. Cette réalisation n'abolit pas la responsabilité morale, bien au contraire, lorsque l'illusion du soi se dissout, alors l'action devient plus juste, plus simple, plus honnête, moins défensive. Il n'y a plus besoin de protéger une image de soi. Comme cette image n'appartient à personne, il n'y a plus besoin de la protéger. Il n'y a plus de rôle à maintenir dans la vie. L'action surgit en réponse aux circonstances, sans rien prévoir à l'avance, sans calcul centré sur un moi qu'il faudrait défendre. Dans le zen, on dit, avant l'éveil, couper du bois, porter de l'eau. Après l'éveil, couper du bois, porter de l'eau. Identique, même chose. Ce qui disparaît, ce n'est pas l'activité, mais le commentaire intérieur qui dit « c'est moi qui fais ». L'expérience, la vie et l'expérience continuent, mais elle n'est plus, il n'y a plus de propriétaire. Et à ce moment-là, l'activité est parfaitement appropriée à la situation. Alors la difficulté, bien sûr, c'est cette idée d'Atman qui est très profondément enracinée chez les gens. Elle n'est pas seulement intellectuelle, elle est affective, émotionnelle. Elle se niche dans la peur de mourir, dans le besoin d'être reconnu, dans le besoin de laisser une trace. Et c'est pourquoi anatta, donc le non-soi, ne peut être compris uniquement par la lecture ou l'écoute des enseignements. Elle doit être vécue. Et elle doit être vécue en commençant par la vie de tous les jours. Parce que si anatta reste une idée,
elle devient un nouvel objet d'attachement du style « je suis celui qui a compris qu'il n'y a pas de moi ». Et ça, c'est encore un moi. La pratique consiste à laisser tomber même cette compréhension, à revenir encore et encore à l'expérience de la substantialité du je, à la répétition, à la reconsidération des 5 skandhas, encore et encore, jusqu'à temps qu'ils deviennent une évidence. Et alors que reste-t-il? Eh bien, il reste la liberté par la non-appropriation. On ne possède plus rien, en quelque sorte. Les phénomènes apparaissent et disparaissent, mais il n'y a pas de centre. La vie se vit, mais sans propriétaire. S'il n'y a pas de propriétaire, qui pourrait souffrir? La souffrance diminue, non parce que tout devient agréable, mais parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour résister à ce qui est. On prend les choses comme elles viennent, sans choix, parce que plus personne n'est là pour prendre une direction ou une autre. Et dans cette perspective, anatta n'est pas une perte, mais un allègement. On ne veut pas quitter cette notion de soi parce qu'on a la peur d'une perte énorme. En réalité, c'est un formidable allègement. Ce que nous perdons, c'est une fiction qui est lourde à porter. C'est ces 2 valises dont nous parlons souvent. Ces 2 valises de 20 kilos que nous portons à bout de bras du matin au soir. Voilà ce que nous perdons. Et ce que nous gagnons, c'est une relation, une connexion directe avec l'instant. Comme le dirait un maître zen, quand le moi disparaît, le monde entier entre par la porte grande ouverte. Le zen, par le silence et la posture, nous permet de le vérifier par nous-mêmes, directement. Non pas pour croire, mais pour voir, avec un V majuscule. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour cesser de se prendre pour quelqu'un. Et alors survient une paix sans propriétaire, une présence sans un centre, une vie qui n'a jamais eu besoin d'un Atman ou d'une âme ou d'un soi pour être parfaitement et pleinement vivante.